aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé découvrir. Donc que ce soit, en plus pour moi, voyage, c'est pas forcément prendre l'avion et aller ailleurs. Voyage, ça peut juste être découvrir la ville d'à côté ou découvrir la région d'à côté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Oui, en termes de créativité, parce que j'ai ce goût des belles choses, j'ai ce goût de créativité. Donc je pense que ça se voit aussi dans la com, avoir de belles stories, bien lier les couleurs, etc. J'aime bien la qualité de vie. Mais quand je dis qualité de vie, c'est pas forcément ce qu'on dit toujours, oui, c'est un peu moins cher qu'en France, etc. Donc moi, quand je dis qualité de vie, c'est plus le fait que, par exemple, là, pour aller au travail, je suis à 10 minutes et quelques du travail. Donc, au moins, c'est rapide. C'est bien. C'est vrai que le quotidien, métro, tout ça, c'est fatigant. Le fait d'avoir la plage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous, comme chaque lundi, dans un nouvel épisode des Esprits Positifs, le podcast qui explore les récits inspirants, les parcours lumineux des gens qui font la pensée positive et les esprits créatifs qui illuminent le monde. Le podcast qui va à la rencontre des personnes qu'on qualifie d'ordinaires, mais qui en réalité font des choses extraordinaires. En ce jour empreint de solennité et de révérence, laissez-moi vous conduire à une expérience extraordinaire, un voyage au cœur de la passion, du courage et de la créativité incarnée par une figure éblouissante, la somptueuse Maya. Cette émanation de grâce et de charme est née de l'alliance harmonieuse entre la Côte d'Ivoire et les beaux rivages de la France. Son allure, un mélange subtil de sophistication et de naturel, est rehaussé par un sourire qui donne sens à une vie. Elle incarne l'élégance dans la forme la plus pure, une fleur exotique éclose dans le jardin de l'universalité. Son parcours débute chez Arkema en France, où elle s'immerge dans l'art perspicace de la gestion avec une maestria qui confine à l'art. Tel un artisan habile, elle décrypte les chiffres avec une précision et une rigueur sans pareil, dessinant ainsi les schémas financiers d'une beauté ineffable. Cependant, l'appel de l'aventure, tel un murmure insaisissable, résonne dans son être, animé par une soif inextinguible de découverte. Elle quitte le berceau familier pour explorer les terres inconnues du Sénégal. Chez Nyokobok, elle devient une figure tutélaire, un phare pour la gouverne des égarés. Son charisme tel un ado de lumière céleste, guide mais aussi inspire. On m'a chuchoté qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Son secret, chaque projet qu'elle mène, elle le vit à 100 à l'heure, transformant les défis en opportunités et les obstacles en tremplin vers un avenir. Rachel. Mais Maëlle ne se contente pas de briller dans l'ombre des autres. Avec une audace qui défie les étoiles, elle crée l'île Dakar, un havre de chaleur et d'accueil pour les âmes en quête de refuge. Elle ode à la fraternité en nid douillet pour les sourds en quête d'adaptabilité. Big up sister, il faut un cœur immense et un esprit généreux pour le faire. Depuis quelques mois, il a trouvé un nouveau point d'attache chez Polaris Asso, en tant que spécialiste communication et partenaire. Dans cette association dédiée à la jeunesse et à la citoyenneté, elle a trouvé un écho parfait à ses valeurs profondes. Accueillons avec un élan de faveur et un torrent de gratitude cette icône de grâce et de bravo, cette reine des cœurs et des esprits. Voici Maëlle, une déesse au royaume des immortels. Maëlle, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à la suite de vous. Merci beaucoup, Dame, pour cette belle présentation. Je pense que j'aimerais bien avoir le texte comme ça. Je vais la garder avec moi. Merci beaucoup à toi d'avoir pensé à mon profil. Super. On voit le mail que nous voyons aujourd'hui, les femmes, le début. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre enfance? Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Aucun souci. Bah, écoute, je me permets de te tutoyer. Ok, donc moi, je dirais que j'ai une enfance plutôt heureuse. Donc, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une toute petite ville connue de personne, assez bourgeoise, dans laquelle, en fait, on se connaissait tous. Donc, les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai connues à la crèche, c'est les mêmes personnes que j'ai connues jusqu'au collège. Donc, c'était assez bien, c'était une ambiance assez familiale et je dirais que c'était plutôt heureux. Après, moi, j'ai toujours été une pipelette. Donc, bavarde, pipelette, j'ai pas changé et toujours hyper créative et souriante. Donc sur ça aussi, j'ai pas changé. Et tu relèves à l'école? Alors les souvenirs à l'école, donc moi j'étais plutôt quelqu'un de bon élève. Donc je dirais juste des souvenirs de quelqu'un qui était bon élève, qui écoutait, qui était curieuse et qui surtout aimait beaucoup lire. J'aimais beaucoup lire, aller à la bibliothèque. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, vous pourriez faire le tour du monde, venir au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire?
Alors, je pense qu'honnêtement, à cette époque-là, je ne connaissais pas le Sénégal, mais j'avais déjà un très gros lien avec la Côte d'Ivoire. Donc, comme tu l'as rappelé en introduction, je suis d'origine ivoirienne. Et en fait, très tôt, ma mère nous a amenés en Côte d'Ivoire. Donc moi, depuis que j'ai 6 mois, je vais en Côte d'Ivoire tous les 2, 3 ans. Et j'ai toujours eu ce lien avec la Côte d'Ivoire. Après, côté voyage, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé découvrir. Donc que ce soit... En plus, pour moi, voyage, c'est pas forcément prendre l'avion et aller ailleurs. Voyage, ça peut juste être découvrir la ville d'à côté ou découvrir la région d'à côté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et à cette époque-là, quelle connexion vous avez avec le racisme africain? Bah, je dirais que ça, c'est peut-être propre à d'autres personnes qui, comme moi, ont une double origine, surtout en France ou même dans d'autres pays. Pour moi, en fait, mon origine ivoirienne, c'était une partie intégrante de moi, en fait. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question de «Ah, je suis franco-ivoirienne». Pour moi, j'étais juste... Mes parents étaient d'origine ivoirienne. Je me considérais comme ivoirienne, française, avec le passeport français. Mais pour moi, en fait, je suis juste un bon mélange des deux. Et je me suis jamais vraiment posé, jamais eu de grosse crise d'identitaire, parce que pour moi c'était normal, parce que ma mère nous faisait à la fois de la nourriture française, elle nous faisait de la nourriture ivoirienne, je connaissais ma famille en Côte d'Ivoire, enfin pour moi c'était... J'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Et ça symbolise quoi d'être le pont, le trait d'union entre deux cultures, deux poids qui sont diamétralement opposés? Bah déjà je pense que ça apporte une très grande ouverture d'esprit. Ça peut paraître hyper bateau dit comme ça, mais ça permet d'avoir un regard sur deux types de cultures. Et je pense qu'on s'en rend encore plus compte. Enfin, je m'en suis rendu compte surtout en venant à Dakar. Je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces deux cultures-là, parce que c'est ce qui m'a permis aussi de m'adapter plus facilement. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, en France, j'étais plutôt dans un milieu bourgeois. Enfin, on n'est pas riche du tout, mais je me suis retrouvée là-bas. En tout cas, j'étais dans un milieu bourgeois. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus un milieu populaire. Donc, en arrivant ici, c'était plus facile pour moi de m'adapter à la fois, on va dire, au milieu populaire, au milieu un petit peu plus aisé, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait toute ma vie. Donc, voilà. Et vos passions à cette époque-là? À l'époque, quand j'étais jeune, moi, j'étais une artiste. Je faisais de la poterie, je faisais de la peinture, et j'aimais vraiment, en fait, tout ce qui était créativité artistique. Enfin, ça, c'était vraiment mon truc. Et ça, est-ce que ça a influencé la suite de votre carrière professionnelle? Je pense que ça m'a permis d'être, enfin, oui, en termes de créativité, parce que j'ai ce goût des belles choses, j'ai ce goût ouais, de créativité. Donc, je pense que ça se voit aussi dans la com, avoir de belles stories, bien lier les couleurs, etc. Après, est-ce que ça m'a apporté d'autres choses? Je sais pas, mais en tout cas, ça me permet je pense que j'ai gardé le côté créatif, grâce à ça. L'enfance, les études et Arkema. Pour nous qui sont de l'extérieur, Ouais. bon, c'est prestigieux. Comment on fait pour entrer à Arkema? Est-ce que vous pouvez revenir sur vos débuts à cette prestigieuse entreprise? Ok, bah pas de souci. Donc peut-être pour revenir un petit peu sur mon parcours. Donc comme dit un peu plus tôt, donc j'ai toujours été bonne élève, mais j'ai jamais su quoi faire. Donc en fait, je suivais surtout ce que les profs ou les gens me disaient de faire. Et enfin, pour la faire très courte, j'ai fait un bac économique et social. Et comme je voulais absolument pas aller à la fac, on m'a proposé de faire une prépa. Donc une classe préparatoire, c'est un parcours qui vous prépare pendant 2 ans au concours d'école de commerce. Donc, ce qui fait que dès que j'ai intégré la prépa, je savais très bien que j'allais aller en école de commerce. Donc, moi, ça m'allait. J'avais pas besoin de réfléchir. Donc, pendant 2 ans, on travaille d'arrache-pied pour intégrer, enfin, pour passer les concours. Donc, à l'issue de ces 2 ans, donc moi, j'ai intégré une école de commerce qui s'appelle Neoma Business School. Et en première année, en fait, on doit effectuer un stage. Et c'est là que j'ai découvert d'abord la comptabilité. Et pendant ce stage, et l'audit interne. Et je devais chercher une alternance pour l'année suivante. Donc, en discutant un petit peu et surtout en postulant, je suis tombée sur cette offre de contrôleuse interne en alternance chez Arkema. J'ai postulé, j'ai été prise, mais petite anecdote sur ça, j'ai tellement postulé qu'en fait, quand celui qui est devenu mon futur directeur m'a appelé, il m'a dit oui, bonjour, ici Tatatin de Arkema, j'espère que vous allez bien, on a retenu votre candidature. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi ça déjà? Parce que j'avais totalement oublié que j'avais postulé et c'est pas une entreprise qui est connue du grand public en France. Donc bref, pour la faire courte, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Donc j'ai passé mon entretien et dès le début, en fait, j'ai été honnête avec eux en leur disant que moi, j'avais aucune connaissance en chimie parce que c'est une entreprise spécialisée dans la chimie avec plus de 20 000 salariés. Ils sont présents dans le monde entier. Et j'ai préféré être honnête en disant que moi j'avais aucune connaissance en chimie, mais par contre que j'étais très curieuse et que j'avais hâte d'en apprendre un petit peu plus.
Et je pense que ça leur a plu, parce que j'ai été prise pour 2 ans d'alternance là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas là-bas. Alors, donc ce que j'ai envie de préciser, c'est que j'ai fait 2 ans d'alternance là-bas, et ensuite ils m'ont proposé d'obtenir un CDI en tant que contrôleuse de gestion. Pour être honnête, c'était pas dans les plans. Moi, à la base, après à la fin de mes études, je voulais faire un VIE, donc un contrat d'expatriation pour les jeunes au Brésil. Mais le Covid est arrivé, donc j'ai accepté ce travail. Donc en vrai, c'était une opportunité, donc j'allais pas la refuser. Puis il y avait ma maman derrière qui me disait mais non, tu peux pas refuser ça et tout, c'est quand même une belle offre. Donc j'ai accepté. Mais dans ma tête, j'ai toujours su que ce serait temporaire. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'au début, c'était un CDD. Donc moi, ça m'arrangeait. Je me disais, bah au moins, si je veux partir, c'est facile. Après, il s'est transformé en CDI. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le contrôle de gestion, moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait de l'analyse, que tu analyses les chiffres. Parce que moi, je faisais du contrôle de gestion opérationnel. Donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est en bref, on vendait, si je puis dire, du plastique. On vendait des granulés de plastique. Et moi, mon rôle, c'était de transformer, en fait, notre production, nos ventes en chiffres. Donc, à partir des prévisions qui étaient envoyées par toutes les autres personnes, donc soit la supply chain, soit l'usine, je devais en sortir des chiffres. Donc, quand je parle de chiffres, ça va être sortir le chiffre d'affaires tous les mois, sortir la marge, donc ce qu'on gagne quand on enlève les coûts de production, sortir les charges et vraiment faire un compte de résultats détaillé par mois. Et à côté de ça, il y avait aussi toute la partie budgétaire, prévision, analyser, essayer de comprendre pourquoi un mois on a mieux fait alors qu'on avait prévu qu'on ferait moins, et inversement. Mais dit comme ça a l'air fun, ça a l'air intéressant. C'était intéressant, mais c'est très routinier. Donc en fait, tous les mois, c'est toujours le même cycle. Et comme comme on vendait un produit relativement stable, bah il n'y a pas non plus 10 000 explications. Si on vend plus, bah parce qu'il y a plus de demandes. Si on vend moins, bah parfois c'est parce que l'usine n'a pas assez produit, il y a une machine qui a été cassée. Et je dirais que au début, j'étais dans l'apprentissage. Donc les premiers mois, tu apprends, tu aimes. Ensuite vient le moment où tu es à l'aise. Donc là, tu fais ton travail très facilement. Et puis après vient le moment où tu te rends compte que c'est quand même beaucoup la même chose. Et tu commences à te poser des questions. Et avant de venir au Sénégal, en fait, j'étais déjà dans cette optique de changer. Je voulais aller sur quelque chose de plus business, marketing, mais tout en restant chez Arkema. Et ensuite, l'offre ici au Sénégal est tombée, pile poil au même moment. Donc je me suis dit, bah c'est maintenant ou jamais. Tu voulais changer, c'est sûrement un signe. Donc vas-y, parce que ça va pas se représenter. Et vous n'avez rien demandé. C'est-à-dire? Vous n'avez pas demandé à revenir au Sénégal. Vous n'avez pas postulé. Non, j'ai pas postulé. En fait, en France, j'étais dans une association qui s'appelle l'African Business Club. Donc c'est une association un peu pour les personnes qui ont un intérêt pour l'Afrique. C'est un petit peu, moi j'appelle ça un club de networking. Et dans cette association-là, en fait, j'étais responsable du pôle réseau. Et une de nos missions, c'était de tenir un job board sur LinkedIn. Donc c'était une page sur laquelle assez régulièrement on publiait des offres d'emploi. Et en fait, un jour, on a publié l'offre d'emploi d'une entreprise ici. Et l'ami de la personne qui nous a demandé de publier l'offre m'a contacté parce qu'elle souhaitait qu'on republie aussi ses offres. Et en discutant un peu, il me dit oui, j'aime bien ton parcours, j'aime bien ton CV. Je lui dis ok, mais moi, dans ma tête, j'avais un CDI, je venais à peine de déménager, j'avais galéré à trouver un appart, donc j'étais pas prête de partir. Et puis à cette époque-là, j'avais une amie qui était chez moi et je sors de l'appel parce que j'étais en télétravail et je lui dis ouais meuf tu sais pas quoi et tout, on m'a proposé potentiellement de travailler au Sénégal mais j'ai dit non parce que enfin tu vois, enfin j'ai un CDI et tout. Et elle m'a dit mais pourquoi t'as dit non? Et j'ai dit bah je sais pas. Je lui ai dit je sais pas. Et elle m'a dit bah au pire au lieu de stopper net, renvoie-lui un mail pour lui dire que t'es potentiellement intéressé. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai renvoyé un mail et ensuite de là s'en est suivi une série d'entretiens et l'entretien final, je l'ai fait au Sénégal
parce que, hasard ou coïncidence ou signe du destin, je devais venir en vacances au Sénégal avec mon père pour un voyage, père-fille et c'est tombé exactement au moment où j'étais en phase de recrutement. Donc j'en ai profité pour faire mon entretien, pour voir un petit peu à quoi ça allait ressembler. Le lendemain, il me dit que je suis prise. On est vendredi, je rentre en France le samedi. Lundi, je suis censée aller au travail. Donc lundi, j'attends, je dis rien. Et mardi, je vais voir mon manager et je lui dis: «Oui, j'ai quelque chose à à t'annoncer. Je démissionne». Je démissionne. Donc là, il me regarde en mode, «Elle est folle celle-là». Donc déjà, je lui dis: «Je démissionne. Je pars vivre au Sénégal». Il me regarde et il se dit: «OK». Et je dis donc voilà, je vais travailler, enfin, je lui explique un petit peu le projet et bah, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça s'est fait et la plupart de mes collègues étaient tous surpris parce que c'est vraiment sorti de nulle part. Mais ce qui leur a plu, c'était de se dire que, bah, j'ai foncé et que c'était un projet qui avait rien à voir avec les contrôles de gestion, donc ça passait mieux. Comme j'étais pas partie chez la concurrence, ça passait mieux. Donc voilà comment je me suis retrouvée, Et ici. est-ce que votre famille, les membres de votre famille ont compris ce choix-là? Parce que ici, les gens rêvent d'aller en Europe. Je Et sais, pendant ce temps, vous avez fait des chemins là. Et effectivement. vous avez compris. Alors, mon père, lui, bon, avec qui j'étais pendant le voyage, quand je lui ai dit, parce que lui, je lui ai dit vraiment, enfin, ma mère était au courant, enfin, j'avais préparé ma mère en douceur, en lui disant oui, potentiellement, enfin, c'est peut-être possible que. Donc, elle disait bon, ok. Et après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle a l'habitude de mes choix, hein. Enfin, elle, enfin, elle est fatiguée par moi. Elle est fatiguée par moi, donc à chaque fois, elle se dit bon, bah, si elle veut le faire, c'est qu'elle a sûrement dû y réfléchir avant, donc elle prend sur elle, elle me conseille. Mais généralement, elle sait que peu importe ce qu'elle va me dire, j'ai pas nécessairement écouté. Mon père, lui, quand je lui ai annoncé donc la veille de l'entretien, il m'a dit: «Mais pourquoi tu fais ça?» Lui, il a pas compris. Pour le coup, il a pas compris. En plus, sachant qu'en plus, lui, il est retourné vivre en Côte d'Ivoire. Donc je dis: «Bah, je fais comme toi, je fais comme toi». Et après bon, vu que moi j'étais sûre, je l'ai fait quand même. Et au final, les 2, enfin ma mère est venue à Dakar là en l'été dernier et elle a adoré. Elle m'a dit: «Trop bien, au moins ça me permet d'avoir un lieu où venir en vacances». Et ce que je leur ai toujours dit, c'est que vous inquiétez pas pour moi. Tant que je vous demande pas d'argent, tant que j'ai l'air de m'en sortir et que vous voyez que j'ai pas de soucis, c'est que ça va. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Les premiers jours au Sénégal, tout change. La gastronomie, le climat, l'argent, la langue aussi. Comment on se sent passé? Alors, 1er jour au Sénégal, je pense que au début, j'étais un petit peu en 1er jour au Sénégal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir au Sénégal, j'ai pris une compagnie avec Escale. Et ce jour-là, le premier vol a été retardé, ce qui a fait que j'ai loupé tous mes vols et que j'ai dû passer 24 heures à Lisbonne. Donc, autant vous dire que dans cette chambre d'hôtel, le soir, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais peut-être que c'est un signe du destin qui veut que tu restes en Europe, qui ne part pas. C'est un signe. Et pour être honnête, j'ai paniqué. Je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais en fait? Et puis après je suis arrivée, donc j'avais déjà des connaissances que je m'étais faites quand j'étais venue lors du précédent séjour. Donc j'ai eu un jour où on s'est baladé, on est allé chez Lulu, on a visité un petit peu le monument de la Renaissance. Après là, on est allé au phare de Mamel. Donc ce qui fait que ces premiers jours étaient plutôt doux parce que j'étais encore en mode touriste en fait, hein. J'étais en mode touriste. Après, c'est vrai que le premier jour de travail, je l'ai appréhendé. Surtout que Myokobok, c'est très sénégalais. Enfin, tout le monde parle Wolof, enfin, c'est très sénégalais. On était 3 non-sénégalais et c'était les trois expats, entre guillemets. Donc vraiment là, j'étais immergée au Sénégal. Et en plus, le jour où je suis arrivée, les filles faisaient un shooting pour la journée de la femme. Donc toutes hyper bien habillées, toutes hyper friendly. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et après, à côté de ça, on essayait un petit peu de découvrir le Sénégal. J'ai galéré à trouver un appart. J'arrivais pas à utiliser Wave. C'était plafonné. J'arrivais pas à avoir de l'argent. Enfin, franchement, au début, c'était galère sur galère. Mais à côté de ça, il y avait toujours cette petite euphorie où tu te dis, ah, trop bien, j'ai sauté de pas. Je me réveille. Ah ouais, je suis à Dakar. Bon, ok, oui, t'es vraiment à Dakar. Oui, t'es là pour le travail. Mais c'est un mélange de c'est la catastrophe.
Mais c'est pas grave, il y a la plage. Voilà. Et les trois phases de l'installation dont vous parlez souvent. Ouais, pour moi, oui, effectivement, il y a 3 phases. Il y a vraiment la phase de lune de miel où t'adores. Franchement, tu es là. Je me souviens que je sortais tout le temps. Enfin, vraiment tout le temps dehors. J'étais jamais chez moi. Toujours à la plage, toujours en soirée, faire les karaokés, faire les ateliers par-ci, la peinture par-là, la poterie et tout. Franchement, je vivais une très belle vie. En plus, on est là, on est nouveau, donc on dépense un petit peu sans compter. On se dit, oh, c'est pas grave, on convertit en euros, on se dit, oh, ça va, c'est pas grave. Puis après, il y a le moment où, finalement, la France, ça manque, la France, ça manque quand même un peu. La famille, les habitudes. Et puis, tu commences à être agacé par le quotidien, je sais pas, les taxis, par exemple, ou même le fait de toujours devoir négocier, ou même le fait que, bah, ouvertement, quand tu viens pas d'ici, ou même quand tu viens d'ici mais que t'as pas vécu là, on veut toujours essayer de t'arnaquer ou autre. Même les bouchons, l'hivernage, enfin bref, plein de choses. Donc il y a un moment où, tu un petit peu lassé. Et puis là, après, tu la troisième phase dans laquelle je suis actuellement. C'est, vraiment le moment où tu te rends compte que, bah, c'est chez toi. Genre maintenant tu vis ici, donc tu es beaucoup plus stable. Moi, je sais que maintenant j'ai changé d'appartement, donc je suis beaucoup plus à l'aise. Pour les courses, maintenant je suis beaucoup plus enfin j'arrête de commander dehors et maintenant je fais des courses, enfin je vais au marché, je vais à Auchan et cetera. Et même en termes d'hygiène de vie, bah, c'est beaucoup plus routinier. Donc maintenant, je sais pas, le lundi et le mercredi, je vais à la danse. Le vendredi, bah, ça peut être des événements de Newin, et cetera, et cetera. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus là, je suis chez moi. Donc je suis beaucoup plus chill. Donc c'est alors qu'avant, c'est vraiment, ah mince, enfin, si un week-end, j'étais chez moi, soit c'était parce que j'étais fatiguée et que je pouvais plus me lever, ou soit c'était par force. Mais il y avait au moins toujours un week-end, je pouvais pas rester chez moi. Est-ce que Maël s'y plaît ici à Dakar? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui, j'aime bien la qualité de vie. Mais quand je dis qualité de vie, c'est pas forcément ce qu'on dit toujours, oui, c'est un peu moins cher qu'en France, et cetera. Non, moi, quand je dis qualité de vie, c'est plus le fait que, par exemple, là, pour aller au travail, bah, je suis à 10 minutes et quelques du travail. Donc, au moins, c'est rapide. C'est bien, parce que c'est vrai que le quotidien, métro, tout ça, c'est fatigant. Le fait d'avoir la plage, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est par exemple, quand je dis qualité de vie, c'est que, par exemple, à tous les coins de rue, il y a des personnes qui vendent des fruits, des légumes, et j'ai l'impression, je pense que je mange beaucoup plus de fruits et de légumes ici qu'avant. Alors que pourtant, j'en mangeais quand même pas mal. Mais ici, en fait, je trouve que t'as ce truc de, tu peux manger des fruits facilement, tu peux, si tu veux, avoir une hygiène de vie un peu plus stable, etc. Et puis le soleil, en fait, ça fait du bien. Franchement, on va pas se mentir, ça fait du bien d'avoir un petit peu de chaleur. Parce que là, je crois que j'ai plus de manteau, enfin, rien. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ça fait du bien de se Ça prendre fait du des bien. vitamines D. Ça fait beaucoup de bien. Est-ce que vous avez eu au début un problème d'adaptation, d'intégration et vous avez senti ici de déjà créer une fois bien installé, bien réalisé, de créer une ville Dakar qui est une communauté et des gens bien s'intégrer. Vous trouvez ça? Ouais, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est moi, c'est la première fois que je m'installais à l'étranger, mais c'est pas la première fois que je quittais chez moi pour aller vivre ailleurs. Donc, pendant mes études, bon, j'ai quitté Paris pour aller vivre à Reims. C'est à 45 minutes de TGV, mais c'était quand même une autre ville. Mais c'est pas le même contexte parce que quand tu déménages dans le cadre étudiantin, l'école en fait fait tout, surtout les écoles de commerce, elles font tout pour que tout le monde s'intègre. Parce qu'en fait, on est tous nouveaux, donc très vite, ils créent des synergies entre les étudiants pour qu'on puisse être intégrés. Donc ce premier déménagement-là, j'ai pas trop senti la solitude parce que j'étais bien entourée et on est encore dans l'euphorie étudiante. Mais par contre, venir à Dakar, c'était beaucoup plus compliqué parce que, pour le coup, je savais que je venais toute seule et je comptais beaucoup, en fait, sur la communauté VIE. Donc, c'est le nom du contrat dans lequel, enfin, que j'avais avant. J'ai fait un contrat d'expatrié pour les jeunes Français. Et c'est vrai que, vu de l'extérieur, à chaque fois, enfin, quand quelqu'un te dit qu'il a fait un VIE, il te dit oui, la communauté VIE, c'est hyper soudé, c'est avec eux que je l'ai, etc. Mais j'ai trouvé qu'à Dakar, c'était assez différent. C'était un petit peu plus chacun pour soi, malheureusement. Après, on n'est pas obligé de tous être amis, mais j'ai trouvé que c'était assez compliqué.
Donc, Nuit, en fait, c'est arrivé très vite, hein. C'est arrivé 1 mois après mon installation, et c'était vraiment à la base, un besoin totalement égoïste. Je voulais rencontrer des gens et après c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand que j'ai pas réussi à contrôler au début, mais que je gère, beaucoup mieux, maintenant. Donc voilà, je dirais que le plus gros défi quand tu arrives, c'est la solitude. Parce qu'on parle de l'adaptation et cetera, mais c'est surtout la solitude. Parce que tu peux t'adapter, mais quand, tu rentres chez toi et que tu es tout seul, tu t'adaptes, mais tu tout seul. Ouais. Est-ce que vous attendez à ce que, un an après, vous soyez à près de 10 000 abonnés sur Instagram et 400 membres, plus de 400 membres sur WhatsApp? Alors honnêtement, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que c'était pas prévu, en fait. C'était pas prévu du tout, c'est quelque chose de très spontané, parce que ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très spontané. Donc en fait, je fais les choses et je réfléchis après. Donc Nuit, c'était un petit peu ça, parce que à la base, Nuit, c'était vraiment juste censé être une page Instagram où, par exemple, je publie qui a envie d'aller faire du surf aujourd'hui, mettez un pouce et on va faire du surf. Et puis après, quand ça a commencé à grossir, je me suis dit, ah mince, Instagram, ça va être compliqué. Donc c'est là que le groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp est né. Ensuite, quand on a commencé à monter à 100, je me suis rendu compte que c'était aussi compliqué d'avoir un seul groupe WhatsApp. Donc après, en fait, il y a plusieurs sous-catégories. Donc par exemple, il y a Eat in Dakar, Work in Dakar, Entreprendre in Dakar. Enfin vraiment, il y a plein de sous-groupes par thématique. Donc là, côté groupe, ça c'était plutôt bien géré. Et puis à côté, il y a eu Instagram. Donc Instagram, c'était surtout plus partager mon quotidien. Et en fait, c'est des choses que je faisais déjà sur mon compte privé, donc juste à mes amis et mes proches. Et là, en fait, vu que plus de monde venait, bah, j'ai pris cette habitude en fait de juste partager la même chose, mais en mettant plus de détails. Donc par exemple, avant, sur mon compte privé, j'allais juste mettre le resto, alors que sur le compte de Nuit, bah, je vais mettre la même chose, mais je vais mettre plus détaillé. Parce que je sais que c'est ce que les gens recherchent. Soit ils veulent connaître les prix, soit ils veulent savoir si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Donc je dirais que c'était juste Instagram, la continuité de mon compte privé. Et ensuite, TikTok, ça c'est grâce ou à cause d'une amie qui a vu que j'aimais bien faire du montage vidéo et qui m'a dit mais va sur TikTok en fait, tu vas voir, ça va grave marcher. Et au début, je me suis dit ah mais non mais parce que moi j'avais pas TikTok. Je comprenais pas TikTok et je dis mais non mais j'ai pas TikTok puis même j'ai la flemme et tout. Et puis au final en fait bah TikTok c'est très simple. Tu poses juste ta vidéo, tu peux faire une petite légende et après c'est réglé. Donc je dis bon, vu que déjà pour Instagram, je fais déjà beaucoup de montage, bah au pire ce que je monte pour Instagram, je le partage sur TikTok. Et en fait ça a pris ça a pris sans que je m'y attende et en fait encore aujourd'hui, je partage sans me dire que je partage pour avoir des vues. Je partage juste en me disant: «Ah tiens, ça c'est cool, ça va être une bonne adresse qui va plaire». Voilà. Est-ce qu'à côté, vous recevez de l'argent, des Ah, bars, des restaurants, ça c'est des une bars? très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, pour être honnête, au début non, puisqu'en fait au début c'était plus, comme je disais en fait, je faisais plus, comme si c'était sur mon compte personnel, donc c'était vraiment juste moi qui allais dans un resto, vu que je sortais beaucoup et qui partageait. Sauf que je sortais beaucoup, beaucoup. Donc du coup, j'ai partagé beaucoup, beaucoup et ce qui fait qu'au début, bah, en fait, je faisais de la pub, gratuitement et après ça me dérange toujours pas parce que enfin, si j'ai aimé, c'est juste une story, ça me dérange pas. Mais là, maintenant, depuis que je suis rentrée de France, là, il y a 2 mois, je me suis vraiment posée pour avoir un vrai modèle. Donc par exemple, si je vais dans un endroit, ça dépend. Soit je peux faire une story parce que j'ai vraiment aimé, ou soit bah, j'en fais pas, ou soit je fais mais j'identifie pas parce que je me dis bon bah c'est pas grave. Et par contre, ce qui est cool, c'est que maintenant il y a des restaurants qui m'approchent. Donc il y a des restaurants qui m'approchent, comme par exemple le Monte Cosi, ou même bah, le Barbac, dont je suis partenaire, et aussi parfois des salons de beauté ou autres qui m'approchent. Après, en termes de paiement, ça c'est peut-être moi qui négocie mal, mais j'ai l'impression que beaucoup de restos pensent que offrir un repas gratuit suffit. En se disant, bon bah, si je t'offre un repas gratuit, c'est bon, enfin, tu me fais ma vidéo, t'as le truc gratuit et c'est bon. Donc, je sais pas si au Sénégal, c'est assez développé cette question-là de la création de contenu et si c'est assez valorisé pour être honnête.
Donc l'argent, je l'attends. La conclusion, c'est que l'argent, je l'attends. Et que de toute façon, maintenant, si un resto me démarche, j'envoie directement mon kit média en disant que ça a enfin, c'est tarifé. Et quoi? Tu as bien dit? Non, ici, c'est moi qui y vais de manière spontanée. J'y vais, je dis que c'était bon et ça me coûte rien, quoi. Donc, les restos, venez. Hein? Vous avez la bonne adresse. De... On se fait manger. Ah, bah écoutez, venez, hein. Venez, parce que ce qu'il faut savoir aussi pour les restos, c'est que, en fait, la spécificité de Nuin, c'est que certes, il y a ce que je publie sur TikTok, il y a ce que je publie sur Instagram, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi de tous les restos, on se les repartage dans le Facebook. Et dans le groupe, en fait, c'est je crois que là, maintenant, on est 500. Et pour le coup, c'est beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de proximité. Donc sur ce groupe-là, c'est vraiment des bons plans que je partage. Donc si vraiment on a aimé quelque chose, on dit franchement j'ai testé ça c'est bon. Donc il y a beaucoup plus cette confiance. Et je sais que moi personnellement, il y a plein de choses que j'aime pas. Il y a plein de choses que j'aime pas au restaurant. Et encore plus ici, il y a plein de choses que j'aime pas. Ce qui fait que dans certains cas, ça m'arrange qu'on me propose pas parce que sinon, enfin, je pourrais pas faire de la pub. Parce que si c'est pas fou, je peux pas dire que c'est bon. Alors, je dirais, c'est pas fou, je dirais que c'est pas fou. Donc, pour ça, mieux vaut pas enfin, si vous voulez me faire contact, enfin, si vous voulez faire appel à moi, genre sans prétention aucune, enfin, soyez sûr que j'aurai rien, rien à redire, parce que sinon, ce sera de l'argent perdu, hein, pour être honnête. Et quand tu travailles comme moi, quels étaient les défis qui se créent Ouais. comment Ok, donc du coup, ici, à Dakar, c'est ça, ou à Dakar? À Dakar? Le déjà là, c'est dans pays, les festivals. si. Si, c'est vrai que bon, il y a le décalage culturel, mais il y a aussi le décalage même dans la façon de travailler. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué au début, avant j'étais contrôleuse de gestion et en venant à Dakar, j'étais chef de projet chez Newcoboc. Donc on était en train de développer un nouveau projet de vente en ligne destiné aux jeunes femmes pour qu'elles puissent en fait vendre facilement en ligne. Et c'est vrai que le premier défi, ça a été de quitter la rigueur pour un peu plus de souplesse. Donc déjà, ça c'était un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'en contrôle de gestion, j'avais mes routines, j'avais mes réunions, j'avais mes habitudes. Et alors que là, c'était beaucoup plus opérationnel déjà. Donc on est vraiment sur le terrain, dans le dur du dur. Et c'est vrai que, je vais pas mentir, je sais que à certains moments, moi, j'ai perdu toute la rigueur que j'avais avant. Enfin, je me suis laissée entraîner par, par la souplesse et j'ai perdu un petit peu la rigueur que j'avais. Mais ce qui était cool, c'est que c'était beaucoup plus humain. Et en plus, c'est ma première expérience en tant que manager. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, partager déjà, apprendre des autres, mais surtout me sentir utile. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, je sais qu'il y avait des besoins. Et c'était vraiment top de pouvoir apporter non, apporter ce que je savais. Super. Et, et depuis là, Alors, quand je suis retournée en France, là, il y a 2 mois, donc je suis allée dans mon ancienne entreprise, je suis allée voir mes collègues, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de me dire, ah mais oui, c'est vrai que c'est là que je travaillais pendant 2 ans, refaire les mêmes trajets. Et honnêtement, non, ça m'a pas manqué parce que ils avaient tous l'air, et j'étais à bout, puisque, en gros, moi, quand j'y étais, le marché, enfin, ça allait très bien, on vendait bien, etc. Et là, on était un petit peu en baisse, donc ça se ressent. Et je suis très contente de ne pas y être parce que quand ça baisse, ça va pas. Quand ça baisse, c'est pour tout le monde et en plus en contrôle de gestion, enfin, quand ça baisse et que tu montes des chiffres qui sont pas bons, enfin, c'est pas la meilleure atmosphère, mais non, ça m'a pas manqué. Et surtout qu'en fait, là, chez Polaris Asso, j'ai eu l'opportunité, en fait, de, de me lancer un challenge et de vraiment partir sur un métier qui m'est totalement inconnu. Donc, responsable communication. Parce que la com, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et même avec Nuit Dakar, du coup, c'est devenu de la com. Mais concrètement, j'ai aucune qualification en termes de diplôme dans ce domaine-là. Et ce que j'aime, c'est que
ici à Dakar, j'ai pris beaucoup plus le risque d'oser. Genre, j'ai pris beaucoup plus le risque d'oser, ce que je n'aurais pas fait en France. Parce que, par exemple, en France, quand j'étais en train de chercher autre chose que du contrôle de gestion, je me disais, ah mince, comment je vais pouvoir faire? J'aimerais bien être plus dans le business, mais j'ai pas de profil chimiste. Alors que pour le coup, quand tu veux vendre des matériaux de chimie, mieux vaut avoir un petit background. Et c'était compliqué. Je me disais, mais comment je vais faire pour pouvoir changer de voie? Enfin, vraiment, c'était une question, enfin, qui me taraudait l'esprit. Alors que ici à Dakar, quand j'ai fini mon VIE, bah très vite en fait, je me suis dit là pour ma recherche d'emploi, je cherche soit en contrôle de gestion parce que j'en ai fait, soit en gestion de projet parce que j'en ai fait, soit en communication et je pourrais mettre en avant Mioin. Et en fait, automatiquement, je me suis sentie légitime de postuler à tous ces postes, alors que je pense qu'avant, j'aurais pas osé. Je me serais dit non, j'ai pas de diplôme, j'oserais pas. Et après, ce qui est cool, c'est que enfin, le fondateur de Solaris m'a aussi fait confiance rapidement parce il est dans le New In, donc il a vu ce que je faisais. Et c'est cool, en fait, qu'il m'ait fait confiance et qu'il m'ait donné cette opportunité. Changer trois fois de job dans des domaines qui sont des fois complètement différents. Les défis, les challenges n'ont pas peur. En fait, vu de l'extérieur, ça a l'air totalement différent. Mais quand on me connaît, on sait que c'est pas bizarre. Donc, le contrôle de gestion, c'est parce que j'aimais bien les maths, j'aimais bien tout ce qui était logique, etc. Chef de projet, j'aimais bien manager et les travaux de groupe. Et communication, bah, j'ai toujours eu cette fibre pour la communication. Donc, même en étant contrôleuse de gestion, je faisais un petit peu de communication pour mon association. Donc, quand on me connaît, c'est pas bizarre. Les compétences que vous allez développer pendant cette phase de transition. Alors, l'adaptabilité, l'adaptabilité, ça c'est sûr. Mais ce qui est cool, en fait, c'est que chaque expérience m'a permis, enfin, d'être meilleure sur les autres. Donc, par exemple, si je prends le contrôle de gestion, comme j'ai dit, c'était quelque chose de très rigoureux. Et ben cette rigueur-là que j'ai eue en contrôle de gestion, et ben je l'applique aussi en com, je l'appliquais aussi en gestion de projet, etc. Parce que par exemple, pour la com, on est censé tenir des calendriers de publication, être carré, etc. Donc, en fait, c'est les mêmes qualités qu'il y avait en contrôle de gestion. Peut-être qu'on manipule pas des chiffres, et encore, mais c'est les mêmes choses. Je dirais adaptabilité, rigueur, et j'en avais trouvé un autre chez moi que j'ai oublié. Donc si ça me revient, je le dirai. Et on fait que c'est pas partir du travail ici en tant que femme. Et je suis pas expatrié. Bah, je pense que, alors là, c'est vraiment expérience totalement personnelle. Je pense que le fait de ne pas être sénégalaise m'a peut-être sauvée. Quand je dis sauvée, c'est que bah dans le premier emploi, j'étais déjà en statut à part, enfin un autre statut. Il y a le lien avec la France, le lien avec la Côte d'Ivoire. Donc ce qui fait qu'en fait, automatiquement, enfin si je respectais pas les codes culturels ou autres, bah pour eux c'était normal parce que je n'étais pas sénégalaise et que j'avais même pas grandi en Afrique. Donc je pense que ça m'a sauvée sur ça. Pour le poste actuel, je pense que ça me fait ni plus ni moins. Enfin, je pense juste qu'on est dans un environnement assez mélangé. Donc, je pense que pour le coup, ils s'en fichent que je sois sénégalaise, pas sénégalaise, femme, homme ou autre. Après, là où c'est peut-être un peu plus problématique, c'est dans la vie au quotidien. Donc, par exemple, à chaque fois, on va demander si t'es marié, hyper intrusif, alors que, enfin, ça les concerne pas. Ou soit, où est-ce que, enfin, je sais pas, oui, est-ce que t'es marié, pourquoi t'es pas mariée, pourquoi tu vis toute seule, et ton mari, pourquoi il te laisse sortir tard, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est plus géré dans la vie au quotidien. Mais par contre, au travail, pas On de... gère. On gère. Au travail, on gère. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Quel Ouais. conseil donnez-vous à la jeune Maya? Je dirais, tu fais bien de continuer à travailler, enfin, les heures que tu passes à travailler, à réviser, à machin, t'inquiète pas, ça sert à quelque chose. Ça va payer, ce que je dirais. Maintenant, là, en question. Ouais. Quelle est la définition de la richesse selon vous? Alors, j'en parlais en montant dans la voiture, mais moi je dirais que ce que j'ai toujours dit, c'est que pour moi, je me considérais comme riche quand un jour, si par exemple je vais aller aux Bahamas, je peux payer mon billet, payer un hôtel 4 étoiles et que ça ait aucun impact sur mon compte en banque. Ça, ce serait le rêve. Actuellement, donc, vous n'êtes pas riche. Et si je ne suis pas aux Bahamas, si je ne suis pas aux Bahamas, tu as la réponse. Et comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous et de votre parcours?
Je dirais que j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme une personne souriante, optimiste et plutôt avoir un bon souvenir. Donc soit quelqu'un de rigoureux, soit quelqu'un de sérieuse ou autre. Après, en termes de parcours, je sais que rien que maintenant, je reçois des messages de personnes qui sont passées par nuit et qui me disent ouais, enfin, tu te rends pas compte que grâce à toi, j'ai vécu un autre voyage. Je suis arrivée toute seule au Sénégal et là maintenant je repars avec en ayant rencontré du monde, en ayant pu faire des sorties et ça c'est grâce à toi. Donc j'ai encore un peu de mal en ce moment à accepter les, les remerciements, un petit syndrome de l'imposteur. Mais au fur et à mesure, je me dis, ah ouais, genre, ouais, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Genre, ça va. Si aujourd'hui était la fin de votre vie, bien sûr, On touche du bois pour que je ne meure et pas. une longue vie à toi, est-ce que vous seriez contente de votre passage sur Terre? Honnêtement, ouais. La seule chose que je regretterais, c'est de ne pas avoir eu d'enfant et de ne pas être mariée. Mais, enfin, en tout cas pour le moment. Mais ouais, sinon, je pense que j'ai eu une vie quand même assez remplie. Si aujourd'hui était la fin de votre vie, Mhm. si vous aviez la possibilité d'écrire un message et que tout le monde le voit en même temps, ce serait quoi? Oh. Je vais réfléchir. Cette question, j'ai fait exprès de. Je me dis, attends, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Voilà. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est d'avoir manqué de rigueur dans mon ancienne. Enfin, professionnelle en tout cas, je dirais que mon plus grand regret, c'est d'avoir manqué de rigueur dans mon ancienne expérience. Je pense que si j'avais été beaucoup plus rigoureuse, j'aurais pu faire encore mieux. Et ensuite, personnellement, mon plus grand regret, c'est de ne pas être allée au Brésil encore quand j'étais en France, parce que là, Dakar, Rio, c'est cher. C'est cher. Ce que vous détestez le plus chez les Sénégalais? Alors, je vais dire au Sénégal, plutôt, parce que j'ai pas envie qu'on vienne choper ma veste. Mais je dirais que ce que j'aime pas, comme j'ai dit plus tôt, c'est toujours devoir négocier. Enfin, franchement, au début, c'était drôle. Au début, c'était drôle. T'es là, le Wakhalé, t'es là, tu discutes un peu, machin. Mais franchement, tous les jours, c'est chiant. À chaque fois, tu vas acheter un truc, on discute. Enfin, enfin, le temps, c'est précieux. Donc, on peut pas passer 10 minutes, 15 minutes à chaque fois juste pour enlever 1000 francs, quoi. Un livre qui vous a marqué? Le livre qui m'a marqué s'appelle Ulysse from Bagdad d'Eric Emmanuel Schmitt, si je me trompe pas. C'est un livre que j'ai lu au collège, mais qui raconte en fait l'histoire d'un jeune homme qui quitte Bagdad pour aller à Londres, mais c'est un migrant, donc du coup il passe vraiment par tout le trajet Méditerranée, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que bon, on parlait de migration, du fait qu'il y a des gens qui veulent aller en Europe et que d'autres veulent rentrer, enfin les repatriés. Et je trouve qu'au moins ce livre m'a vraiment été vraiment terre à terre en fait, parce qu'il fait comprendre que oui, toi, j'ai le privilège de pouvoir venir retourner vivre en Afrique. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et ce livre, il te remet vraiment les pieds sur terre. Une personne que vous aimeriez qu'on aide. Ah, j'ai plein de gens. Je vais vous donner plein de gens. Ok. Qu'est-ce que j'avais pensé à Ousseynou, Gay, le fondateur de Polaris. Peut-être Sandrine Lemar, ma collègue aussi, fondatrice pardon, de la Soft Skills Academy. Dora Kang, qui est une de mes amies, qui est vraiment mon modèle en termes d'entrepreneuriat. Enfin, elle est hyper inspirante. Et je crois, je sais pas, ma mère. Ma mère, pour qu'elle puisse raconter, parce qu'elle aussi, je trouve qu'elle est hyper inspirante, puisqu'elle a quand même quitté la Côte d'Ivoire quand elle était jeune pour venir en France aussi seule. Donc, du coup, D'accord, on vous dit venez. Ça sera un plaisir de vous ah bah accueillir. super, super. Parce qu'elle est à Dakar maintenant. Un message de soir à cette jeunesse qui vous écoute, qu'avez-vous envie de leur dire? Je dirais que c'est peut-être facile dit comme ça, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Il y a toujours le moyen de s'en sortir. Même dans le négatif, il y a toujours un peu de positif. Enfin, ça paraît très bateau dit comme ça, mais ne lâchez pas. Là-bas, c'est pas mieux que ailleurs. Vraiment. Voilà. Mais c'est déjà la fin. Ah. C'était mais Ouais. Ah. On a trop aimé. Ah, super. Le mot de la fin. Le mot d'apport, bah, écoutez le podcast, repartagez et surtout suivez Green Dakar sur Instagram, TikTok et bientôt LinkedIn. Alors que nos voix se fondent dans les doux murmures du temps qui s'écoule, je voudrais prendre un instant pour exprimer toute notre gratitude envers notre invité exceptionnel. Maëlle, une preuve éclatante que l'audace, la passion et l'engagement peuvent transformer des vies et bâtir des ponts entre les cultures.
Merci Maëlle de nous avoir honorés de votre présence et de nous avoir partagé votre lumineux chemin de vie. Nous tenons également à remercier nos auditeurs fidèles dont le soutien constant rend ces moments de partage possibles. Votre engagement et votre écoute attentive nous motivent chaque jour à offrir le meilleur de nous-mêmes. Un grand merci également à notre équipe technique, dont le professionnalisme et la dévotion assurent le bon déroulement de chaque émission. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec une autre invitée exceptionnelle. En attendant, souvenez-vous que ce que nous accomplissions à l'intérieur changera les circonstances à l'extérieur. Merci encore et à lundi, Inch'Allah. Peace and one love. Bye.